prouve que Falater a prémédité le meurtre de sa femme et qu'il a tenté ensuite de le faire endosser par un rôdeur. Le procureur pense ainsi que Falater a attiré sa femme dans le jardin alors qu'elle regardait la télévision et que les enfants étaient allés se coucher dans leur chambre. Après l'avoir poignardée, il est monté à l'étage, retiré sa chemise ensanglantée et se confectionnait un pansement pour soigner sa blessure. Il est ensuite allé cacher calmement l'arme du crime et ses vêtements tachés de sang dans le coffre de sa voiture. Après avoir calmé son chien, il s'est aperçu que Jarmila n'avait pas succombé à ses coups de couteau. Et sans perdre son sang-froid, il l'a traîné dans la piscine où il l'a noyé. Le procureur pense encore que son meurtre accompli, Scott Falater avait prévu d'aller se coucher, laissant à ses enfants le soin de découvrir le corps de leur mère le lendemain matin. Il pouvait faire semblant de se réveiller et de remarquer que sa femme n'était pas là. Il serait allé réveiller les enfants, feignant la surprise, et tous les trois l'auraient découverte flottant dans la piscine, tuée par un inconnu. C'était ça son plan. Mais son plan est tombé à l'eau, puisque son voisin a été témoin de la scène. C'était la seule chose que Falater n'avait pas prévue. Pour l'accusation, Scott connaissait l'affaire de Toronto. Un homme avait été acquitté du meurtre de sa belle-mère grâce à une défense basée sur le somnambulisme. Le docteur Pressman témoigne pour l'accusation et énumère 65 comportements présentés par Scott le soir du crime, tous incompatibles avec le somnambulisme. Pour lui, le simple fait d'avoir touché l'eau froide aurait dû le réveiller. Toutes les preuves montrent qu'il était éveillé. Ses agissements étaient bien trop complexes pour être ceux d'une personne endormie. Témoin de la défense, le docteur Roger Broughton déclare que les agissements de Scott cette nuit-là ne sont pas logiques pour une personne éveillée. Je pense qu'il était somnambule. Sinon, il n'aurait jamais laissé tous ces indices. Ses vêtements dans le coffre de sa voiture, une piscine pleine de sang. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. Scott Falater vient à la barre et témoigne pour sa propre défense. J'ai dû devenir fou ou... Un truc a éclaté dans ma tête. Mais les jurés ne le croient pas. Nous, les membres du jury dûment constitués et sous serment, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Scott Falater est condamné à la prison à perpétuité. Le nombre de coups de couteau, le fait qu'elle ait été traînée jusqu'à la piscine, puis noyée, je ne peux pas croire qu'elle, ou plutôt qu'il était somnambule. Il a caché ses vêtements, ouvert le coffre, s'est changé plusieurs fois et il a monté et descendu les escaliers. Bon sang, ça en fait du mouvement. Pour eux, ça allait à l'encontre du bon sens. Ça dépassait leur compréhension du comportement humain. Et même s'ils voulaient écouter attentivement les experts de la défense, ils ont déclaré que leur crédibilité s'était envolée quand ils ont entendu le témoignage du voisin. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un penserait que j'avais prémédité l'assassinat de ma femme. J'ignore comment ils en sont venus à cette conclusion. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Quelle a été l'importance de la science? Je pense que malheureusement, elle n'était pas primordiale pour les jurés. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est totalement faux. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont choisi de croire qu'il n'était pas somnambule lorsqu'il l'a tué. La science du somnambulisme, comme toute science, peut être utilisée à mauvais escient. C'était le cas ici. Scott Falater voulait en abuser. Cette bien étrange histoire se termine donc sur des expertises contradictoires. Scott Falater est-il un authentique somnambule qui a tué sa femme inconsciemment et par conséquence sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée? Ou est-il au contraire un habile manipulateur dont la stratégie a échoué? Alors, signalons au nombre des éléments à décharge.
les témoignages de sa mère et de sa sœur. Selon elle, Falater était déjà somnambule étant enfant et réagissait agressivement quand on le touchait. Sa sœur a encore ajouté que peu avant son mariage, il serait sorti nu dans la rue si elle ne s'était pas interposée. Rappelons aussi que des crises de somnambulisme aigu ont déjà été utilisées dans plusieurs pays pour disculper une trentaine d'assassins, jugés, bien sûr, irresponsables. Le cas sans doute le plus étrange concerne un détective français ayant tué un vacancier. Appelé à aider la police à résoudre le meurtre, il a rassemblé des indices prouvant qu'il l'avait lui-même commis en état somnambulique. Durant son procès, Falater n'a jamais cessé d'affirmer avoir agi contre son gré, et il a proposé au juge de suivre un traitement médicamenteux pour modifier ses cycles de sommeil, d'être enfermé la nuit en lieu sûr, loin de ses enfants, de passer le reste de sa vie en liberté surveillée. Mais ces bonnes résolutions n'ont pas été suffisantes. Après 8 heures de délibération, le jury l'a condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Analyse de fibres de papier et de documents. Pour compléter le tout, les empreintes de pneus du véhicule de Koppenheffer correspondaient à celles retrouvées près du corps de la victime. Et des fragments de la peau de Sally ont également été identifiés sur les vêtements que portait l'assassin. Ainsi, rarement, un aussi grand nombre de preuves médico-légales ont-elles pu être rassemblées pour confondre un meurtrier. Le procès a duré 5 semaines et a mis en émoi la petite ville de Corrie. D'autant que Koppenheffer avait déjà été inculpé de meurtre au premier degré quelques années auparavant, puis acquitté faute de preuves suffisantes. Sachez encore qu'avant d'être condamné à la peine de mort en mars 1989, Koppenheffer avait essayé d'engager un tueur à gages pour assassiner le responsable du FBI qui avait enquêté sur son crime, ainsi qu'un témoin à charge. La seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant est d'une nature toute différente, puisqu'un témoin oculaire a assisté au meurtre perpétré par son voisin. Dans ce cas, bien sûr, la recherche de preuves matérielles était superflue pour obtenir une inculpation. Ce qui n'a pourtant pas évité une furieuse bataille d'experts. Une nuit du mois de janvier à Phoenix, en Arizona. Un homme entend du bruit dans le jardin de ses voisins. Il a entendu des gémissements de l'autre côté de la clôture. Il s'est d'abord dit que les Falater faisaient l'amour. C'est ce à quoi les bruits lui faisaient penser. Il découvre Yarmila Falater étendue par terre tandis que son mari, Scott, se change dans la maison à l'étage. Scott descend et fait taire le chien avant de sortir rejoindre Yarmila. Là, il la jette dans la piscine et maintient sa tête sous l'eau. Le voisin court appeler la police. J'ai regardé par-dessus le mur et j'ai vu l'homme jeter sa femme dans la piscine et la maintenir sous l'eau. La police découvre le corps de Yarmila dans la piscine. Elle a été poignardée, puis noyée. Dans la maison, Scott semble abasourdi et désorienté. Il semblait surpris de voir des policiers chez lui. La première question dont il se souvient, c'est « Combien êtes-vous dans la maison ?» Il a répondu immédiatement 4, parce qu'il ignorait que sa femme et leurs 2 enfants. Les 2 enfants dorment dans leur chambre. La première et unique petite amie de Scott, et il était probablement aussi son seul petit copain. Interrogé par la police, Scott ne nie pas avoir tué sa femme, mais il insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'accident. Sa sœur offre alors une explication plausible. Elle déclare aux enquêteurs que Scott a déjà eu des crises de somnambulisme.
Elle avait été attaquée par Scott alors qu'il était somnambule, des années plus tôt quand il vivait dans l'Illinois. Elle avait tenté de l'arrêter parce qu'il marchait dans la maison, somnambule, et lui, surpris par son interruption, l'avait violemment bousculée. Pour le docteur Rosalind Cartwright, spécialiste du sommeil, il ne fait aucun doute que ce genre de choses arrive aux somnambule, même si c'est rare. Les somnambules ont par exemple sauté par la fenêtre, transpercé une porte vitrée avec leurs bras, tailladé des meubles tout neufs avec un couteau de boucher, ou donné des coups de pied dans une porte de garage. C'est arrivé à mes patients. Certains s'en sont pris à des gens. C'est la personne la plus proche d'eux qui est la plus susceptible d'être attaquée. Mais une question demeure. Scott Falater était-il somnambule quand il a assassiné sa femme? Pour le savoir, on le fait surveiller pendant 4 nuits dans un laboratoire du sommeil. Ils ont ainsi pu déterminer les types d'ondes cérébrales qui caractérisaient ces stades de sommeil. Les chercheurs connectent les électrodes d'un polysomnographe au crâne de Falater pour analyser son activité cérébrale pendant son sommeil. Les résultats montrent des vagues d'activité delta hypersynchrones, un symptôme que l'on trouve parfois chez les personnes somnambules. On trouve cela chez certains somnambules. C'est signe d'une immaturité neurologique. Scott Falater déclare aux enquêteurs qu'il tentait de réparer une pompe cassée dans sa piscine le soir de la mort de sa femme. Il n'a pas eu le temps de finir avant que sa femme ne l'appelle pour le dîner. Une fois à table, il lui a parlé de ses ennuis professionnels et il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Scott est en effet préoccupé par le possible abandon d'un projet de puce électronique qu'il a en charge. Cet abandon mettrait toute son équipe au chômage. Après dîner, Scott affirme avoir travaillé sur son ordinateur avant d'aller se coucher. Yarmila regardait la télévision en bas sur le canapé. Le docteur Cartwright pense que Scott s'est couché en pensant à la pompe. Heureusement, les preuves médico-légales se sont ensuite accumulées à charge contre David Koppenheffer. Les signes typographiques particuliers imprimés sur la demande de rançon, la texture du papier accompagnant les messages et le document effacé mais retrouvé dans le disque dur de l'ordinateur ont permis au procureur d'ordonner son arrestation et de l'inculper d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. La première chose que nous avons faite, c'est de demander à Koppenheffer d'écrire exactement. Et il a fait la même faute que sur le message trouvé dans son ordinateur. Une fois encore, cela confirmait le fait que lui seul avait tapé le message sur l'ordinateur et pas une personne extérieure. David Koppenheffer est jugé et finalement déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. David Koppenheffer est un manipulateur hors pair. C'est un jeu intellectuel, un challenge de voir jusqu'où il pousse le système et s'il peut s'en tirer. S'il était en liberté, il tuerait encore. Il a mis un contrat sur ma tête et sur celle de Harry Weiner pendant le procès, parce que nous étions les témoins clés contre lui. Je crois que rien ne peut l'arrêter. En dépit du nombre accablant de preuves contre lui, Koppenheffer continue de clamer son innocence. Quelle arrogance! En dépit des preuves accablantes qui prouvent leur culpabilité, beaucoup d'accusés réagissent comme ça. Ils refusent encore et toujours de prendre la responsabilité des crimes qu'ils ont commis. Et c'est vraiment ce qu'on peut leur reprocher. Cette affaire, d'après moi, est une étape décisive. Elle marque le début, la genèse de ce que les sciences informatiques peuvent faire de nos jours. C'est à ce moment-là qu'elles sont nées. Outre l'expertise informatique complexe réalisée pour la première fois avec succès, cette enquête exemplaire a fait appel à la plupart des disciplines des sciences criminalistiques. Entomologie, métallurgie,